Voilà, bonsoir. Donc, je suis Rodrigue Loyer et je représente donc, ce soir l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, l'APSES, en tant que coprésident de la régionale de l'Académie de Créteil. Avant tout, l'APSES souhaite la bienvenue dans cet amphithéâtre Edgar Faure de l'Université Paris-Dauphine à toutes et à tous, étudiantes et étudiants, lycéennes et lycéens, professeurs, retraités, passionnés de sciences sociales. Donc, pour cette session de l'association et de ces 3 régionales franciliennes, organisée avec le soutien d'Alternatives économiques dans le cadre de la 9e édition du Printemps de l'économie. Cette session de l'APSES va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, dans un premier temps, nous remettrons des prix aux lauréats du concours vidéo 3 minutes pour comprendre. Concours coordonné cette année par 2 de nos collègues, Delphine Lichman, ici présente, et Elodie Ballara. Puis, dans un deuxième temps, se déroulera notre café de sciences sociales, pour lequel nous sommes ici présents plus principalement, sur le thème « Nuit debout, gilets jaunes, quelle bifurcation, quel changement social ?» Donc l'APSES tient à remercier très chaleureusement les organisatrices et organisateurs du Printemps de l'économie, notre modératrice Catherine André, donc rédactrice en chef adjointe à Alternatives économiques et également donc cofondatrice et directrice éditoriale donc d'un média européen écrit en 10 langues, Vox Europe, ainsi que notre intervenant, donc Éric Neveu, professeur émérite de sciences politiques, Ludivine Bantini, historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen et autrice donc de La plus belle avenue du monde, une histoire politique des Champs-Élysées. Éric Neveu, je ne l'ai pas dit, il est auteur donc de sociologie des mouvements sociaux. Et enfin, donc, Laurent Jean-Pierre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 et auteur d'Injurum, leçons politiques des ronds-points. Et ces 3 ouvrages ont été écrits aux éditions La Découverte. Et enfin, l'APSES tient à remercier également tous les militantes et militants donc des collectifs Paris-Créteil-Versailles et du Bureau national pour la mise en place de cet événement et également le public pour sa présence. Et nous remercions enfin l'ensemble des classes qui ont participé au concours vidéo, 3 minutes pour comprendre, ainsi que tous les membres du jury qui ont la lourde tâche de départager ces travaux. Pour rappel, les cafés de sciences sociales ont été créés il y a 20 ans par 2 de nos collègues, Edwige Corsia et Gérard Gross, avec l'idée de mettre au service et au cœur de la cité les sciences sociales, en transmettant des outils de réflexion aux citoyens et en se portant garant de la démocratie des savoirs. L'APSES, qui fête cette année son 50e anniversaire, son demi-siècle d'existence, a pour vocation de réunir l'ensemble des professeurs de sciences économiques et sociales, quel que soit leur statut, titulaires, stagiaires, contractuels, étudiants préparant les concours, avec l'idée de promouvoir cette discipline, de s'interroger ensemble sur son avenir et plus simplement de partager des ressources. Forte de 2300 membres sur quelques 5500 professeurs de SES, celle-ci possède une certaine légitimité pour intervenir dans le débat public et auprès des instances du ministère de l'Éducation nationale pour défendre la place et le contenu des programmes de SES dans l'intérêt des élèves tel que nous le percevons. À partir notamment d'enquêtes que nous avons spécifiquement menées, nous alertons actuellement sur les conséquences négatives de la réforme du lycée et du baccalauréat, et notamment la suppression des filières générales au profit des spécialités, des conséquences négatives tant pour les élèves que pour les conditions de travail de nos collègues. Pratiquant des mobilisations sociales, nous nous efforçons, nous avons à cœur également de les enseigner le plus sérieusement possible à nos élèves. Et l'actualité est riche, l'actualité récente est riche en la matière. Le débat pour problématique, nuit debout, gilets jaunes, quelle bifurcation, quel changement social? Plus précisément, les questions que nous allons poser aux chercheurs présents sont les suivantes. Dans les bifurcations de la période récente, nous avons vu émerger des mouvements sociaux qui nous semblent inédits, tant par leur forme que par les catégories d'acteurs qui y prennent part. De quel imaginaire ces mobilisations sont-elles porteuses? Comment renouvellent-elles les répertoires d'action? Quelles possibilités de changements politiques et sociaux se construisent dans ces situations collectives?
Nous sommes ravis de pouvoir échanger ce soir de mouvements récents, même s'il est peu probable que vous passiez cette nuit debout en gilet jaune. Bon, à noter enfin que à l'issue du débat, on va procéder à un tirage au sort qui permettra à 3 des auditeurs de la session, à la fois en direct ici, en présentiel et puis en distanciel, éventuellement de recevoir un exemplaire d'un des ouvrages de notre intervenant. Et donc on fera ça en fin de session. C'est Madame André qui vous posera des questions auxquelles il faudra répondre. Et donc l'auditeur qui remporte l'ouvrage, c'est celui qui a répondu le plus rapidement possible sur le site live du printemps et dans le module questions. Donc voilà, donc là la consigne pour ce tirage au sort, ce sera de répondre le plus rapidement possible à la question que vous posera Madame André, donc dans le module live du printemps, questions, ou sur Twitter également, c'est possible. Et puis donc pour le gagnant, c'est Pauline du printemps qui prendra contact avec vous pour récupérer vos coordonnées postales. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc mesdames et messieurs, bonne conférence et discussion et bonne soirée à toutes et à tous. Et je passe désormais la main à Catherine. Voilà, merci. Merci beaucoup Rodrigue Loyer. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonjour. Merci d'être nombreux avec nous ce soir. Donc j'ai grand plaisir à vous présenter rapidement un des gagnants des 3 prix qui ont été remis dans le cadre de cette 5e édition du concours vidéo de l'APSES, qui s'appelle donc 3 minutes pour comprendre, avec un principe assez simple. Les élèves étaient accompagnés, suivis par leurs professeurs, et ont réalisé une vidéo pour essayer d'expliquer en fait en 3 minutes maximum un concept qui est au programme de seconde, première ou de terminale. On a 17 lycées qui ont participé, y compris d'ailleurs des lycées français à l'international, soit en tout 35 classes, et 32 vidéos ont été réalisées au total. 3 ont été primées, et j'ai grand plaisir d'annoncer un des prix du jury dont les élèves primés, les professeurs qui les accompagnaient sont présents ici, même dans la salle. Nous allons pouvoir, dans un premier temps, visionner cette vidéo ensemble. La vidéo parle du rôle et du fonctionnement des banques centrales dans la création monétaire, un sujet ô combien technique, difficile, on pourrait même dire délicat, qui est donc au programme de la spécialité SES en première. Voilà, donc nous allons d'abord regarder la vidéo et ensuite j'inviterai les élèves et leurs professeurs à nous rejoindre sur scène. Merci. Bon, j'espère qu'avec ce Covid-là, il n'y aura pas un 3e confinement. En plus, je sais pas comment ils vont faire les économistes pour gérer la crise, ça a l'air hyper compliqué. Ben ouais, je suis d'accord, j'ai entendu dire que la BCE, elle pouvait pas baisser son taux directeur à 0 puisqu'il l'était déjà avant la crise. La BCE, le taux directeur, mais qu'est-ce que tu racontes, je comprends rien. Bon, t'inquiète, je vais t'expliquer. Pour commencer, une banque centrale, c'est une institution publique qui contrôle la quantité de monnaie en circulation d'un ou plusieurs pays, en faisant sa politique monétaire. Elle émet aussi la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle fabrique nos pièces et nos billets. Ses missions sont donc de contrôler la quantité de monnaie et par conséquent de stabiliser l'économie et l'inflation. Mais alors, c'est quoi les différences entre une banque centrale et une banque commerciale ? Effectivement, il faut faire la différence entre une banque centrale et une banque commerciale. Contrairement à la banque centrale, une banque commerciale ouvre des comptes à des particuliers, leur sollicite des prêts et agit dans un but lucratif. Et ça, c'est pas du tout le cas d'une banque centrale. En fait, c'est comme si la banque centrale était la banque des banques. C'est ça. Et pour mener à bien ses missions, on dit que la banque centrale mène une politique monétaire. Pour cela, elle dispose de différents outils ou instruments monétaires. On a d'abord le taux de réserve obligatoire. La Banque centrale oblige les banques commerciales à détenir un pourcentage des crédits qu'elles accordent sous forme de billets. Et si elles n'en ont pas assez, comment elles font ? Elles peuvent en emprunter à d'autres sur le marché interbancaire où les banques s'échangent de la monnaie centrale à un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt est donc le deuxième instrument dont dispose la Banque centrale pour mener sa politique monétaire. Il est appelé taux directeur. Il est fixé par la Banque centrale elle-même et désigne le coût de la monnaie centrale qui est échangée sur ce marché interbancaire. Et le troisième instrument sont les opérations d'open market. Ah, c'est quand la Banque centrale achète ou vend des titres financiers sur le marché interbancaire. Exactement. Et donc si elle vend des titres aux banques commerciales, elle absorbe la monnaie de ces dernières, alors que si elle achète des titres, elle leur en injecte.
D'accord, et donc la Banque centrale manipule ces trois instruments pour stabiliser l'économie et l'inflation. Et aujourd'hui, avec le Covid, elles font comment les banques centrales? Aujourd'hui, Banque du Japon, Banque d'Angleterre, Fed, les taux directeurs ont été abaissés à 0%. Cela va avoir une influence sur les taux d'intérêt des crédits que les banques centrales accordent à leurs clients. La baisse du taux directeur va en effet encourager les investissements, les dépenses, la consommation et les emprunts bancaires. La Banque centrale européenne a, elle, conservé son taux directeur. C'est tout à fait logique parce qu'il était déjà de 0% avant la crise depuis 2015, donc elle ne pouvait pas le baisser plus. Elle a alors décidé de mettre en place une série de petites mesures, espérant qu'elles suffiront à faire face aux difficultés économiques actuelles, comme l'achat de titres financiers, cette opération-là se nomme le plan PEPP, ou la baisse du taux de réserve obligatoire. Ok, j'ai tout compris. Merci beaucoup. Et bravo parce que c'est extrêmement clair pour un sujet extrêmement compliqué. Donc vraiment, je vous félicite. Donc c'est un concours en partenariat donc avec Alternatives économiques. J'invite les élèves primés, Messane, Charlotte Simmer à monter sur scène, ainsi que les professeurs encadrants. Je pense qu'ils sont là. Cécile Decons et Christophe Lamy à venir nous rejoindre sur scène. Venez. Alors, nous avons le prix du jury 2021, la politique monétaire, décerné à Charlotte Simmer. Bravo encore. Et le prix du jury 2021, la politique monétaire, aussi décerné à Messane, Bravo. Bravo à vous. Ah, très bien. Bonjour. Alors, nous sommes très reconnaissantes d'avoir gagné ce prix et d'être ici à Paris aujourd'hui et que notre vidéo a été diffusée au Printemps de l'économie. Merci à l'APSES. Oui, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir et on voulait aussi remercier nos professeurs d'SES, monsieur Lamy et madame Decons, parce qu'ils nous ont quand même aidés à réaliser cette vidéo et ils nous ont permis d'aller jusqu'à Paris. Donc, merci à eux. Vous êtes donc du lycée de Auch, dans le Gers, donc vous êtes venus de loin. Merci beaucoup. Merci et inscrivez-vous pour 2022. Bravo. On va donc... vous avez commencé le débat proprement dit. Donc ce débat, Nuit debout, Gilets jaunes, quelle bifurcation, quel changement social, appelle donc les trois intervenants à s'exprimer. Je vais d'abord passer la parole à Ludivine Bantigny. Rodrigue Loyer l'a dit, vous êtes historienne et maîtresse de conférences à l'Université de Rouen et également autrice notamment de La plus belle avenue du monde, une histoire sociale et politique des Champs-Élysées qui était publiée à La Découverte. Je vous passe en premier la parole parce que vous êtes donc historienne avec un regard sur le temps long, sachant qu'on est évidemment aujourd'hui, ce débat s'inscrit dans une période préélectorale, on peut déjà le dire, et une année électorale qui s'annonce assez dure à de nombreux points de vue. Et on a vu ces dernières années émerger des mouvements sociaux que vous allez pouvoir qualifier ou pas d'inédits, je vous laisserai répondre, de différents, éventuellement de nouveaux, ça c'est vous qui allez le dire, avec des catégories d'acteurs mobilisés dans les deux cas dont on sait que la sociologie est très différente, entre Nuit debout, où les personnes avaient un capital culturel important, et les Gilets jaunes, donc très différents dans sa sociologie, comme je viens de le dire. Et nous sommes dans un contexte de démocratie hautement fragilisée. Donc ce débat s'inscrit, je pense aussi, dans cette analyse des mouvements sociaux avec le recul,
si je puis dire, que vous pouvez avoir en tant qu'historienne dans éventuellement la filiation de ces mouvements ou pas dans des choses que nous connaissons et que peut-être les élèves, les étudiants ont déjà étudiées. C'est à vous la parole. Merci beaucoup Catherine. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci aux organisatrices et organisateurs de cette soirée. Je suis ravie de ce débat et je sais qu'on va aussi pouvoir échanger grâce à vos questions, vos remarques, voire vos critiques. Elles seront les bienvenues. J'ai juste une précision biographique qui, si j'ose dire, peut apparaître assez secondaire, mais je ne suis plus maîtresse de conférence à l'Université de Rouen, comme ça a été annoncé. Désolée. Mais non, mais vous n'avez pas du tout à vous en excuser, ce n'est pas forcément une information importante, mais justement, en fait, j'ai décidé d'enseigner dans le secondaire désormais, donc je me sens encore plus la collègue des personnes présentes ici, notamment voilà, les enseignants et enseignantes qui sont là, notamment de lycée, en SES. Moi, je suis en histoire et géographie. Alors, oui, je commencerai par dire que dans le prolongement de ce que vous avez exprimé, Catherine, il y a en fait une sorte de disposition commune dans ces mobilisations à propos desquelles on va s'interroger sur les notions de bifurcation et d'imaginaire, une dimension qui est d'abord celle d'un ancrage international. En fait, évidemment, il ne s'agit pas d'une spécificité franco-française que ces mobilisations Nuit debout ou les Gilets jaunes, même si chacun de ces deux mouvements a sa singularité, et on va y revenir bien évidemment, mais tout ça participe de soulèvements populaires qui ont revêtu des formes d'ailleurs très bien décrites dans le livre de Laurent Jean-Pierre, il en parlera mieux que moi, la forme d'occupation de lieux, notamment des ronds-points et des places, dont la fonction est dès lors subvertie ou renforcée. Subverti évidemment quand il s'agit de ronds-points qui sont habituellement de véritables non-lieux. Ce sont des espaces où on circule mais où on ne stationne pas et a fortiori qu'on ne nourrit pas d'enjeux sociaux et politiques. Et ces ronds-points sont devenus, avec le mouvement des Gilets jaunes, des lieux communs, si on peut se permettre un peu ce jeu de mots, parce que c'est justement l'inverse des lieux communs tels qu'on les entend habituellement, c'est-à-dire voilà, des clichés, mais ils sont des lieux devenus communs. Et c'est ce qu'on a également trouvé avec le mouvement des places. Nuit debout a participé à ce mouvement des places, mais tel qu'on a pu le trouver dans de très nombreux pays, finalement, depuis Occupy Wall Street, dans des soulèvements populaires, justement, qui ont pour vocation, d'un côté, d'avoir une fonction de révélation. C'est toujours intéressant de saisir à quel point un mouvement social a cette fonction de catalyseur et de révélateur, en fait, de l'état d'une société, et puis également d'aspiration, de projet. Je pense que le point commun à ces mouvements qui sont à la fois nationaux, mais dans une certaine mesure aussi transnationaux, parce que leur sinon modèle, du moins image et imaginaire circulent et se propagent. Il y a des effets sinon d'imitation, du moins d'inspiration, et on le voit aussi bien à Hong Kong qu'en Algérie notamment. Donc ça, c'est le premier point. Et de la mise en contexte, et celui qui est le corollaire de ce premier point, c'est évidemment une situation sociale et économique qui explique aussi ces mobilisations. Alors ça, c'est une interprétation, elle peut évidemment se discuter collectivement. On est arrivé dans une phase sociale et économique du capitalisme qui est une phase de plus en plus expansionniste. Alors l'expansion est une caractéristique évidemment du capitalisme, sa tendance justement à la conquête, et en l'occurrence la conquête de marché, la transformation en marchandise, mais on est dans une phase donc appelée, même si ça peut être discuté, une phase dite néolibérale de ce capitalisme, qui
porte en lui-même une forme de violence, et notamment de violence sociale, de violence idéologique, pour s'imposer, puisque désormais, en fait, le principe de la compétition, de la concurrence ne cesse d'être exacerbé, d'une part, et d'autre part, l'idée même du marché, de la marchandise, est étendue à des domaines qui, jusqu'à présent, étaient relativement épargnés par ce champ du marché, que ce soit l'éducation, la culture, la santé notamment. Et donc pour les individus, notamment les protagonistes mobilisés dans ces mouvements, c'est une pression sociale importante. Ça a été bien montré notamment en termes de psychologie, notamment du travail, c'est-à-dire l'individualisation, qui n'est pas une individuation. Je pense qu'il faut distinguer les deux notions. L'individuation, c'est quand finalement l'individu est reconnu comme tel et peut s'épanouir comme tel, souvent, évidemment, toujours dans une perspective d'émancipation collective, alors que l'individualisation consiste à justement réduire l'individu à son individualité qui doit se battre en permanence dans cette concurrence selon un certain nombre de principes de ce néolibéralisme, c'est-à-dire être finalement chaque fois entrepreneur de soi-même, porteur et comptable des résultats de son entreprise ou de son lieu de travail. Donc ça me paraît être, disons, la matrice qui n'est pas seulement une toile de fond, mais qui est un substrat qui peut expliquer la démultiplication de ces soulèvements populaires, de ces mouvements sociaux. Alors, on a parlé de répertoire d'action et un peu, comme vous l'avez esquissé, de sociologie. C'est vrai qu'il est difficile, du point de vue sociologique, de rapprocher terme à terme le mouvement des Gilets jaunes et celui de Nuit debout. Nuit debout, avec cette occupation des places, à mobiliser essentiellement des protagonistes, comme vous l'avez dit, avec un certain capital culturel, un certain niveau d'études. Le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des enquêtes sociologiques très précises à leur sujet. Ce sont pour la plupart des foyers à bas revenus. Il y a 20% des Gilets jaunes qui vivent dans des foyers dont le revenu mensuel est inférieur à 2000 €. Donc c'est vraiment très faible. Il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup d'intérimaires, beaucoup de personnel de catégorie C de la fonction publique de manière générale. On a trouvé aussi bien des chauffeurs routiers que des assistantes maternelles, des enseignants que des retraités, avec un certain équilibre générationnel dans ce mouvement des Gilets jaunes. Donc, on sait aussi que la géographie sociale de ces deux mouvements a été hétérogène, en fait, l'un à l'autre, puisque du côté du mouvement des Gilets jaunes, l'emprise est venue d'abord des milieux périurbains. Ça a été beaucoup étudié, avec la désertification de plus en plus importante en termes de services publics, notamment, voire de commerce de proximité dans ces milieux périurbains, là où le mouvement de Nuit debout s'est d'emblée ancré dans les centres-villes, et notamment dans les places publiques de ces centres-villes, et pour ce qui concerne Paris, la place de la République. Alors il y a un certain nombre de points communs malgré cette divergence sociologique évidemment très importante. Premier point commun dont on peut se débarrasser assez vite, parce que c'est finalement pas le plus intéressant quand on étudie ces mouvements, c'est le dénigrement et la disqualification qu'ils ont subis à des degrés divers, mais notamment dans une grande partie de la presse et de manière plus générale des médias. Le mouvement Nuit debout étant parfois assimilé par certains éditorialistes à un mouvement de punk à chiens. Ou voilà, de libertaires qui n'avaient pas forcément les pieds sur terre. Et je me souviens notamment, c'est intéressant pour travailler la question de la démocratie, qui est l'un des projets politiques forts, qui est un autre point commun de ces deux mobilisations, le mouvement de Nuit debout et celui des Gilets jaunes, que la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait
émis une critique assez virulente de Nuit debout, en reprochant notamment de s'emparer de la place de la République et de privatiser cet espace. Alors ça peut vraiment se discuter, mais ça paraissait un peu paradoxal, parce qu'au contraire, on pouvait tout aussi bien considérer que Nuit debout était, à l'inverse, non pas une privatisation, mais bien davantage une manière de rendre public un lieu public, de le transformer en une espèce d'agora, à la manière des cités de l'Athènes et de la Grèce classique du 5e siècle, à cette différence près qu'il n'y a plus là d'esclaves ou de métèques, et que les femmes sont pleinement partie prenante également de ces mobilisations. Quant au mouvement des Gilets jaunes, on le sait, il a été non seulement dénigré, mais il a été aussi insulté, et je pense qu'il a fait l'objet d'une condescendance qu'on peut assimiler quand même à une forme de mépris de classe, ce qui s'est traduit en fait très matériellement par une répression absolument inédite, qui est d'abord une répression policière, et comme vous le savez, c'est à l'occasion du soulèvement populaire des Gilets jaunes que le thème des violences policières jusqu'à l'expression même est devenu une thématique médiatique, ce qui n'était pas le cas du tout jusqu'alors, ce qui ne signifie pas pour autant que le phénomène n'existait pas au préalable. Donc ça a été, quand tout à l'heure je disais que l'événement de mouvement social est souvent un catalyseur ou un révélateur, ça a été le cas, mais cette violence n'a pas... Et cette répression n'a pas été seulement policière, mais elle a été aussi judiciaire et carcérale. On n'a jamais vu un mouvement social à ce point poursuivi par les tribunaux, avec quelques 1000 peines de prison fermes qui ont été prononcées à l'encontre de certaines et certains gilets jaunes. Alors, on parlait de répertoire d'action tout à l'heure. Je pense que ce qu'il faut souligner dans les deux cas, c'est la part de créativité. La part de créativité, dans une certaine mesure, puisque vous me posiez la question, même s'il y a de profondes différences avec le mouvement qui était une grève générale de mai-juin 1968, on a trouvé cette forme presque esthétique et artistique, ce qui ne le dépolitise en rien, tout au contraire. C'est une manière de transformer l'engagement politique en un geste qui peut être soit un geste d'humour. Alors bon, là, en plus, comme ça fait écho à ce qu'on a vu dans la remise de prix, j'avais noté que, par exemple, il y a de très, 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 très nombreux slogans qui ont été prononcés, écrits, chantés dans ces mouvements, et en particulier pour ce qui est des Gilets jaunes, on a cette extraordinaire source, cet extraordinaire corpus que constitue tout simplement le dos des Gilets jaunes, qui forme un véritable texte politique, un texte politique gigantesque. Et je salue ici le travail qui a été mené par le collectif Plein le dos. On peut trouver sur le site du collectif Plein le dos des photos par centaines, en fait, au moins 800 photographies de ces dos de gilets. Et donc, par exemple, il y a parmi ces slogans, si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Ou alors, le peuple ne rompt point. Voilà. Bon, ils ont la police, on a la peau dure. Dans quel monde vit-on ? Les pauvres sont du même groupe sanguin, mais sanguin écrit S-A-N-S, plus loin G-A-I-N. Macron, alors là en plus c'est un peu d'actualité au vu de la figure de Pétain, du maréchal Pétain qui revient. Macron, Pétain, câble. Bon. Mais vous voyez comment ça s'écrit. Ou encore Macron, tu t'es trumpé, mais voilà. Avec aussi cette figure de ce qu'on appelle en rhétorique l'antiparastase. Vous voyez, c'est une manière de retourner le stigmate qu'on trouve fréquemment dans l'histoire politique et culturelle, et aussi dans l'histoire des mouvements sociaux. Ça a été le cas tout particulièrement dans le mouvement des Gilets jaunes. Par exemple, quand les Gilets jaunes ont entendu la phrase d'Emmanuel Macron, les gens qui ne sont rien, voilà, c'est une manière de dire, voilà, mais nous sommes rien, mais nous aspirons à être quelque chose, ou la formule du président de la République aussi sur Jojo le gilet jaune. Donc cette formule a été beaucoup réappropriée, je suis Jojo, affreux Jojo, etc. Ou encore, il n'est qu'à traverser la rue pour trouver un emploi, bon voilà, je suis traverseur de rue, etc. Donc une créativité, de l'humour, mais qui n'empêche pas la gravité.
Une historicité aussi, je dirais, hein, ça rejoint la question que vous souleviez, Catherine, en fait, une historicité au sens d'une conscience historique. Historicité au sens d'avoir le sentiment individuel et collectif de se situer dans un présent lui-même ancré dans l'histoire. Et donc, dans les deux cas, hein, par exemple, du côté de Nuit debout, le premier dimanche de Nuit debout, avec un calendrier qui, comme vous le savez peut-être, s'était modifié, un peu comme le calendrier révolutionnaire. Hein, on continuait à compter en journée de mars, à partir du début de la mobilisation. Et la première journée a été consacrée justement à l'histoire de mouvements révolutionnaires, depuis la Révolution française jusqu'à 1968, justement, en passant notamment par la Commune de Paris. Commune de Paris dont on a aussi retrouvé la référence, alors pas centrale et majeure, mais présente malgré tout, dans une fraction du mouvement des Gilets jaunes, notamment dans un élément qui est très important en termes de dispositif d'auto-organisation démocratique, à savoir les assemblées des assemblées. Une partie du mouvement des Gilets jaunes, certes minoritaire, mais a décidé de pratiquer cette forme d'auto-organisation par des délégués mandatés à diverses assemblées, dont certaines ont eu lieu à Monceau-les-Mines, à Saint-Nazaire, à Commercy dans la Meuse, à Montpellier également, et beaucoup plus récemment, en juin dernier, à Montreuil notamment. Et donc, ça m'amène à conclure, puisque je suis arrivée au bout de mes 15 minutes, ça m'amène à conclure sur le projet, en fait, qui ressort de ces deux mobilisations, hein, des axes, en tout cas. Ce qui est frappant dans les deux cas, c'est qu'il y a eu une volonté de mettre sur le métier, en quelque sorte, une pensée politique forte. Par exemple, pendant Nuit debout, il s'est agi de se réunir en assemblée, en atelier, notamment pour écrire une autre constitution. Par exemple, écrire des cahiers de doléances. C'est ce qui s'est passé aussi beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes, et notamment du côté de ces assemblées des assemblées, avec trois axes majeurs, justice sociale, justice fiscale et démocratie, avec toute une interrogation qui a été elle aussi remise sur le métier, celle d'une forme de démocratie directe, avec une interrogation collective sur la démocratie représentative et ses limites constatées, le fait que cette démocratie représentative semble moins représenter aux yeux de beaucoup de citoyennes et citoyens, justement, l'ensemble du corps politique. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que par-delà le cloisonnement sociologique dont on a parlé, hein, le mouvement des places et Nuit debout d'un côté, le mouvement des Gilets jaunes de l'autre, il y aurait encore évidemment beaucoup à dire, mais heureusement, en fait, Eric et Laurent vont prendre la parole. Il y a eu des moments plus récents de creuset finalement et sinon de retrouvailles, du moins de rencontres entre ces différents mouvements. Je pense par exemple à ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines durant l'hiver 2019-2020, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, où en fait il y a eu comme des fragments comme ça d'inspiration qui ont été puisés à la fois à l'histoire des mouvements sociaux traditionnels avec la place des syndicats, et en même temps on sait que la critique des directions syndicales avait été faite pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais il y a eu aussi des Gilets jaunes, des chants qui ont été repris, des formes et des répertoires d'action qui ont été également repris. Et puis je pense à un événement plus ponctuel, mais qui m'est apparu assez significatif de ce creuset, qui a eu lieu à l'automne 2019, c'était plus précisément en octobre 2019, quand un centre commercial, celui d'Italie 2, donc dans le 13e arrondissement, a été occupé pendant toute une journée et une grande partie de la nuit, à la fois par des Gilets jaunes, par des gens, des membres du comité Adama pour la vérité et justice pour Adama Traoré, par des membres d'Extinction Rébellion, par des syndicalistes qui font partie notamment de ce qu'on appelle désormais les cortèges de tête dans les manifestations. Et il y a eu au cours de cette journée très étonnante où tout un lieu de la grande consommation était occupé et complètement subverti, plusieurs assemblées qui posaient vraiment des débats stratégiques très intéressants sur lesquels on pourra éventuellement revenir. La question justement de la démocratie, la question aussi de la violence sociale et dès lors, voilà, de la pertinence, la légitimité ou non d'une riposte, là aussi physique, à ce qui est considéré comme une violence plus structurelle. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Ludivine Bantigny. Donc, en présentant la conjonction de tous ces mouvements, ça amorce un peu quand même une réponse à la question de la bifurcation, à laquelle on reviendra peut-être dans un deuxième temps. Je vous remercie beaucoup. Je vous passe la parole, Laurent Jean-Pierre. Je montre votre ouvrage. Vous êtes penché plus particulièrement sur les leçons politiques des ronds-points, notamment dans cet ouvrage Inji Room. Et vous avez donc essayé de regarder ce qu'ils apportent. J'ai envie de vous poser la question aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau et en quoi? Et aussi, comment vous voyez la prolongation aujourd'hui? C'est à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'avais prévu quelques diapositives. Merci aux organisatrices et aux organisateurs. Merci Catherine de vos questions et merci beaucoup à l'ABSES, qui est une association que je suis de près depuis 25 ans pour en avoir été membre plus jeune. Et donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je voulais développer quatre points et remercier Ludivine d'avoir déjà parlé du mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas. Ah voilà, ça marche. Parfait. Merci. Alors, voilà, un point de préalable, un point sur les changements mesurables liés au mouvement des Gilets jaunes, un point sur effectivement les points communs, mais qui a déjà été très largement, disons, abordé par Ludivine, et puis un point que je laisserai en suspens avec beaucoup disons, d'interrogations sur les suites de ce qui se passe et qui a déjà été un peu abordé. Alors, je voudrais simplement, pour répondre, disons, à la question de manière un peu stricte, qui a été posée, enfin plutôt pour la cadrer, pas pour y répondre. Je voudrais simplement dire quelque chose ou rappeler quelques éléments que à mon avis, Eric développera mieux que moi dans un instant, qui sont, disons, des éléments sur le fait que c'est très difficile d'imputer un changement à un mouvement social. Et que par ailleurs, le changement social, d'une manière générale, ne vient pas que des mouvements sociaux, ou vient même peut-être rarement des mouvements sociaux, hein, mais vient aussi d'en haut, vient effectivement des pouvoirs publics ou des interactions entre, disons, pouvoirs publics et mouvements sociaux, et que par ailleurs, effectivement, il est assez difficile de parler de bifurcation, hein. C'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui dans la discussion publique et dans la discussion des sciences sociales, qui au fond était au départ probablement fait pour analyser des changements de trajectoire individuels ou biographiques, qu'il est très difficile d'employer à l'échelle, disons, macro-sociale ou à l'échelle historique. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, et là je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit antérieurement, c'est qu'on n'est pas dans une époque qui est très bifurcante, hein, si on peut me permettre disons cet adjectif, parce qu'en réalité, effectivement, disons, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux juste avant la pandémie, mais il y a eu tout un cycle nouveau, ou en tout cas une vague nouvelle transnationale qu'a évoqué Ludivine en 2019, qui a été très importante. Mais la pandémie, comme vous le savez, ça a été un moment plutôt disons, d'état d'urgence généralisé, de limitation des rassemblements, évidemment de confinement, donc c'est pas un moment très propice pour les mobilisations, en tout cas publiques. Et puis par ailleurs, il y a une conjoncture de plus longue durée qui, elle, a peut-être plusieurs décennies, qui a déjà été évoquée, qui est celle, effectivement, disons, du gouvernement néolibéral du capitalisme, qui n'est pas très ouvert, disons, ou pas très accueillant vis-à-vis des luttes ou vis-à-vis des demandes sociales en général. Donc on n'est pas dans une période, disons, qui est très propice à la victoire des mobilisations en général, sans compter, et ça a aussi été dit, qu'une manière de répondre à ces mobilisations depuis, disons, plus d'une décennie, ça a été en grande partie l'usage d'une répression extrêmement forte. Et s'il faut historiciser un peu les choses, on a parlé du mouvement des places. Bon, effectivement, une des hypothèses qu'on peut faire, c'est que les mobilisations, en tout cas leur probabilité, est plus grande dans des moments de crise économique. Et vous vous souvenez sans doute que, bon, voilà, il y a une crise économique qui a été déclarée à la fin des années 2000, qui a été importante, crise financière d'abord, qui ensuite s'est répandue et qui a entraîné un certain nombre de mobilisations dans plusieurs pays, alors de manière non mécaniste, avec évidemment d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais la réponse à ces mobilisations a été globalement une réponse, disons, d'accélération des solutions ou des politiques publiques néolibérales. Donc en réalité, il y a un hiatus entre les demandes des sociétés à l'heure actuelle et effectivement l'action gouvernementale qui fait qu'on est assez loin, disons, d'un moment de changement de trajectoire historique. Alors évidemment, d'un certain point de vue, c'est un facteur qui favorise de nouvelles mobilisations
dans un après qui n'est pas encore connu, puisqu'on apprend que, disons, les mesures d'exception liées à la pandémie pourront continuer un certain temps, mais enfin, dans un après, on peut évidemment se poser un certain nombre de questions sur lesquelles on reviendra. Donc, je voudrais dire ça, et je voudrais dire aussi, c'est mon deuxième point ici, que voilà, si on veut vraiment étudier l'impact des mobilisations, et Eric a fait beaucoup de choses dans cette direction dans plusieurs de ses livres, hein, l'impact des mobilisations sur les politiques publiques, évidemment, il ne faut pas s'intéresser simplement aux mobilisations les plus spectaculaires. Une des tendances longues à partir desquelles nous sommes en train de parler, une des toiles de fond aussi très importante, c'est le fait que les manifestations de rue, en tout cas, sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, qu'il y a beaucoup plus de manifestations dans les grandes villes, et que le répertoire de la manifestation de rue, puisqu'il était question de répertoire dans les questions de Catherine au début de cette session, est aussi un répertoire qui a été approprié au fil de l'histoire par, disons, les forces de droite. Alors, évidemment, si on historicise les choses, il y a toujours eu des manifestations de droite extrêmement fortes, mais c'est vrai qu'après 1945, ces manifestations étaient minoritaires, et là, il y a une réappropriation, disons, du répertoire de la mobilisation collective et de la manifestation de rue par des forces de droite, qui a été étudiée par des historiennes comme Daniel Tartakovsky, par exemple, et qui me semble un point très important. Donc, il y a, au fond, des mouvements spectaculaires, très cristallisés, très médiatisés, comme ceux dont on est en train de parler ce soir, mais derrière ça, il y a au fond un fond de mouvement très permanent, qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait objectiver hein, en sciences sociales, simplement en demandant à la préfecture de police ces chiffres concernant les dépôts, disons, d'autorisation de manifester, les dépôts de parcours, qui, même si ce rituel ou ce cadre légal a été contourné par les mouvements dont nous sommes en train de parler, bon, est quand même, disons, un des points de passage obligés pour beaucoup de mobilisations. Et le dernier point, disons, de méthode pour notre discussion que je voudrais mettre en avant, mais que Eric mettra en avant plus que moi, c'est qu'effectivement, il faut se méfier de cette annonce, disons, de nouveaux mouvements sociaux qui n'a pas cessé d'être présent depuis les années 68, que Ludivine a étudié, où au fond, on s'est étonné dès 68 hein, sur le fait que voilà, la jeunesse se révoltait et qu'effectivement, il n'y avait plus, disons, les cadres établis du mouvement ouvrier semblaient en partie débordés, etc. Donc c'est un étonnement qui n'a pas cessé depuis lors, et donc il faut essayer de pointer de la manière la plus précise possible. C'est pour ça que l'histoire est nécessaire, c'est pour ça que la mise en série des mouvements sociaux est nécessaire, c'est pour ça que la question des cycles de mobilisation est une question importante. Il faut essayer de pointer le mieux possible, disons, les points d'originalité. Alors, je vais en pointer quelques-uns, parce que Ludivine en a déjà mentionné certains. Moi, il y a un point qui au fond, retient ma plus grande attention, c'est le caractère décentralisé des deux mouvements, d'ailleurs. Hein. Ici, vous avez une carte plutôt de la mobilisation du 18 novembre 2018 des Gilets jaunes, et effectivement, vous ne verrez pas autant de points de mobilisation, y compris dans des moments de très forte mobilisation en termes numériques. Hein. Donc la logique, disons, de la multiplication des foyers est beaucoup plus importante que la logique du nombre des mobilisés en ce qui concerne et Nuit debout et les Gilets jaunes. Et je rappelle, c'est peu connu concernant Nuit debout, qu'en réalité, quand on regarde le mouvement de près, c'est un mouvement où il y a eu plus de 200 villes mobilisées. Donc Ludivine a raison, les grandes villes, mais aussi les sous-préfectures, les préfectures, où il y avait des réunions régulières pendant les semaines de Nuit debout. Donc des mouvements, un mouvement pour les Gilets jaunes et des mouvements en général, très décentralisés et qui renvoient, disons, à une des hypothèses fortes que j'aurais peut-être pas le temps de développer puisque je vois que j'occupe mon temps, mais disons, une des hypothèses fortes que je fais à propos, disons, de ce cycle de mobilisation, c'est que c'est un mouvement, ce sont des mobilisations où la question, disons, locale est une question importante. La question d'une repolitisation du local ou d'une relocalisation de la politique protestataire est une question qui traverse, disons, les mobilisations récentes et qui participe, disons, qui est le versant positif, disons, d'une humeur négative plus générale sur laquelle, je pense, on reviendra et qui a déjà été évoquée, qui est, disons, ce refus de la délégation, cette critique des organisations représentatives, cette critique des représentants et des professionnels de la représentation qui déborde
déborde très largement la représentation simplement politique ou la représentation également syndicale, mais qui touche évidemment aussi les médias en tant qu'ils sont effectivement partie prenante de cette représentation, et également les intellectuels en tant qu'ils peuvent parfois exercer leur mépris de classe à l'occasion d'un mouvement comme celui que nous évoquons ou comme ceux que nous évoquons maintenant. Donc, si vous voulez, caractère décentralisé du mouvement, je ne reviens pas sur les autres points qui ont été évoqués par Ludivine que vous voyez derrière moi, mais effectivement, la pratique des occupations articulée dans, pas tous les ronds-points, pas tous les lieux de mobilisation des Gilets jaunes, mais dans une majorité d'entre eux, à des pratiques d'assemblée, de démocratie directe, ça a été dit, et donc avec un débordement du cadre classique, ou en tout cas légal, de la manifestation à travers une multiplication des manifestations sauvages, mais des manifestations émeutières dans les centres-villes, justement des sous-préfectures et des préfectures. Et une des hypothèses que je fais dans mon ouvrage et que je vous livre, puisqu'il a été question de la sociologie du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'effectivement, ça concerne des bas revenus, des budgets contraints, dit un de nos collègues, Pierre Blavier, dans un livre qui vient de paraître et qui est absolument remarquable sur justement le problème des fins de mois qui a été beaucoup thématisé, et la question de qu'est-ce qui reste, disons, le 5 ou le 10 du mois, quand on a payé toutes les dépenses contraintes, eh bien, ça, c'était quelque chose qui était très présent. Mais quelque chose qui était aussi très présent dans le mouvement, c'était des questions de mobilité ou des questions intergénérationnelles. Comment on fait quand on a encore nos enfants à la maison? Comment on fait quand on doit en même temps s'occuper de nos parents? Comment on fait pour payer nos dettes dans le monde périurbain alors qu'on a fait nos études en centre-ville et qu'on n'a pas pu y rester parce que soit c'était trop cher, soit c'était effectivement impossible d'y obtenir un emploi. Et donc ces questions de mobilité sociale, intergénérationnelle et aussi de mobilité géographique contrainte. Ludivine a évoqué l'importance des travailleurs du secteur logistique et des secteurs des transports dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça a été noté, en tout cas pour certains des leaders qui ont lancé les pétitions sur la taxe carbone. Eh bien, effectivement, c'est un point décisif, ce sont ce que j'ai appelé des entravés, c'est-à-dire des gens qui effectivement ont espéré dans la mobilité, ont espéré dans l'éducation, ils sont souvent diplômés de premier cycle ou de deuxième cycle dans les centres universitaires et qui effectivement n'ont pas eu du tout, disons, de revenus à la hauteur de ces espérances et ne s'en sortent pas à la fin du mois et leurs enfants ne s'en sortent pas non plus. Donc ça c'est un point important évidemment sur le versant social. J'arrête là-dessus. Je résume ici un certain nombre de points. Et effectivement, donc à côté de ces occupations, de ces assemblées sur les ronds-points, il y a effectivement cette attaque parfois violente des centres-villes qui me semble justement l'expression d'une forme de déception vis-à-vis de ce que les métropoles avaient à offrir ou pouvaient offrir auparavant. Et puis j'ajouterais un point par rapport à ce qui a déjà été évoqué par Ludivine, c'est évidemment... il ne faut pas oublier quel était le déclencheur de cette mobilisation. Et le déclencheur, c'est quand même cette question de taxe carbone. Et donc c'est un mouvement qui me semble avoir porté un changement important, puisque maintenant, c'est ça qui m'intéresse, c'est effectivement quel changement est porté par le mouvement. Il me semble qu'il a porté ce changement qui consiste à aborder la question écologique, la question climatique, la question de la justice environnementale, sans la dissocier de la question sociale ou de la question de la justice sociale. Non pas que cette alliance n'était pas portée déjà par un certain nombre de forces politiques ou de forces de la société civile avant cela, mais il me semble que là, c'est un point un peu d'irréversibilité, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est beaucoup plus difficile, y compris pour le personnel politique, y compris pour les partis, de ne pas articuler ces deux questions alors qu'elles étaient, disons, dissociées pour le gouvernement à ce moment-là, et ça a des débouchés qu'on pourrait évoquer. Là, vous avez une liste, en gros, de ce que le mouvement a obtenu, et effectivement, dans l'analyse que je propose, cette question de la victoire du mouvement, qui est toujours une question très difficile à apprécier, c'est une question que j'essaye de poser, mais parmi, justement, les effets indirects, il y a le dernier point de cette diapositive, que je ne porte pas du tout, disons, en haut nécessairement de la liste des effets dont il faudrait tenir compte, mais qui me semble quand même un point important. Il y a eu deux réponses gouvernementales à ce mouvement. Une réponse répressive, vous me dites si je dépasse mon temps, et une réponse, disons, dilatoire,
à travers le grand débat national et donc une proposition de démocratie participative. Cette proposition qui n'avait rien, disons, des attributs de la démocratie participative, c'est une proposition qui est extrêmement présente dans l'arsenal gouvernemental à l'échelon local ou à l'échelon national et même à l'échelon international depuis, disons, plusieurs décennies. Et donc c'est une proposition que j'ai proposée après d'autres chercheurs d'appeler une proposition de redistribution de la parole quand on ne peut pas justement redistribuer des richesses, des revenus, disons, voilà. Et donc effectivement, ça c'est une proposition qui a servi à laisser entendre que le gouvernement pouvait entendre ce que disait le mouvement. Alors que le mouvement a refusé au fond de participer au grand débat, que les gens qui ont participé au grand débat avaient une toute autre sociologie que celle du mouvement, et que le mouvement a créé ses propres outils de démocratie directe à travers les assemblées dont on a parlé, mais aussi à travers tout un appareil de production de revendications. Ça a été une des grandes questions du mouvement. Est-ce que le mouvement peut revendiquer? Et un des traits aussi du mouvement, c'est cette défiance vis-à-vis de la revendication en tant qu'adresse à un pouvoir qu'on reconnaîtrait comme légitime. Et donc, de fait, le mouvement a produit, dans un temps beaucoup plus long, ses propres revendications à travers des outils différents, notamment le vrai débat. Je vous insiste à regarder le site du vrai débat, c'est-à-dire par le bas, à travers des réunions régulières, parallèles à celles de l'Assemblée des Assemblées. Voilà. Donc c'est un mouvement qui a produit énormément, pas seulement de doléances, mais de propositions, par des voies extrêmement diverses, qui sont toutes novatrices du point de vue, disons, des techniques démocratiques. Et donc, voilà, un des points d'aboutissement gouvernemental, ça a été la mise en place de cette Convention citoyenne pour le climat, dont les résultats dans la loi sont extrêmement décevants du point de vue, en tout cas, de ses participants, mais qui, en tout cas, était un des lieux où la question de la justice sociale et de la justice environnementale pouvait être articulée. Donc, je terminerai peut-être, ça ce sont les points des changements portés par le mouvement. J'insiste ici sur la question locale que j'ai déjà évoquée, avec quelques photos parmi d'autres. Et si vous avez un film à aller voir sur le mouvement, je vous conseille Graines de rond-point, en complément de Plein le dos, le livre et le fanzine distribué dans les mouvements dont a parlé Ludivine. Ça s'arrête. Voilà. J'ai déjà évoqué la question de la relocalisation, je n'y reviens pas. Et je termine peut-être, si vous voulez, sur... si j'ai 2 minutes, est-ce que j'ai 2 minutes? J'ai 2 minutes. Voilà. Je termine peut-être, mais plutôt en ouverture pour la suite, voilà, sur la difficulté qu'il y a à voir effectivement ce qui est devenu le mouvement et qui pose des questions là aussi un peu de méthode sur comment on fait pour voir l'effet d'un mouvement à long terme. Il y a des collègues aujourd'hui qui travaillent beaucoup sur justement ce que deviennent les Gilets jaunes, biographiquement, ce qu'ils deviennent politiquement, collectivement. Et voilà, au fond, c'est probablement la meilleure échelle, c'est ce que j'appelle ici les bifurcations moléculaires, c'est-à-dire c'est au fond la meilleure échelle probablement pour observer les effets d'un mouvement. Sur mai 68, il y a eu 2 phases. Il y a une phase très longue où on a glosé sur les causes, et c'est toujours le cas sur les mouvements sociaux. Et puis, il y a depuis quelques années, quelques chercheurs qui travaillent justement sur les effets à court, moyen et surtout long terme de la politisation par l'événement mai 68. Et donc, on voit bien que là, la question de la politisation par l'événement Nuit debout, par l'événement Gilets jaunes, la politisation de gens non politisés au préalable, parce que ce sont des mouvements qui ont mobilisé beaucoup de gens qui n'avaient pas d'engagement préalable, justement, dans les organisations ou dans les manifestations, eh bien, effectivement, ça, c'est une question qui serait celle à partir de laquelle on pourrait penser les effets du mouvement. Pendant la pandémie, je crois que effectivement, c'est un mouvement qui a été en partie, comme tous les mouvements, éteint. Et donc, la question de savoir ce qui va se passer cette année, je la réserve à la discussion de tout à l'heure, car évidemment, je ne suis pas là pour faire des pronostics, loin de là. Merci beaucoup, Laurent Jean-Pierre. Je vais passer tout de suite la parole à Éric Neveu. Je veux simplement vous dire que vous pouvez commencer, certainement vous en avez déjà, à préparer vos questions que vous pourrez poser directement sur le site printemps-de-l'écho.fr, sur Twitter et YouTube, avec le hashtag Printemps de l'écho. Éric Neveu, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. On a eu deux analyses
très complète déjà. Vous avez écrit Sociologie des mouvements sociaux, je vous le montre dans la collection Repères chez La Découverte. Quelle est votre analyse suite aux deux analyses qu'on vient d'entendre sur ces nouveaux mouvements sociaux, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, néo-mouvements sociaux? Alors, je ne sais pas si je vais faire une analyse ou mettre des cailloux du petit pousset pour essayer de suggérer des pistes. Alors, effectivement, je vais rebondir d'abord dans une sorte de préalable de question de méthode sur ce que disait Laurent. Enfin, au fond, je pense que ce terme de bifurcation, dont probablement aucun de nous n'a une définition précise, il nous arrange bien. C'est-à-dire qu'il a le mérite de nous inviter à penser en quoi est-ce que les mouvements Gilets jaunes, Nuit debout, peut-être recomposent l'espace des possibles, font un peu sortir des rails la logique des mouvements sociaux. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'on contourne l'adjectif nouveau. Parce qu'effectivement, bon, comme le disait Laurent, il y a cette catégorie qui est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, le nouveau mouvement sociaux qui est apparu dans les années 70, bon, qui avait certainement l'intérêt au départ de poser la question en quoi ce qui arrive dans ces années 68, c'est une rupture, mais qui est plutôt devenu un empêcheur de penser que quelque chose qui nous aide. Alors, je dis que c'est un peu un serpent de mer, parce que c'est né dans les années 70, on nous a resservi le plat au moment de l'altermondialisme, il y avait des nouveaux mouvements sociaux, et puis éventuellement on en a des nouveaux, avec ceux dont on parle ce soir. En général, cette rhétorique du nouveau pouvant se ramener à 3-4 arguments, c'est des mouvements qui ont d'autres répertoires et d'autres outils de protestation, ils sont plus décentralisés, ils sont plus horizontaux, ils se méfient de la pérennisation des dirigeants dans les postes. C'est des mouvements qui ne sont pas réductibles à des classes sociales. Évidemment, si vous êtes corse ou homosexuel, ce n'est pas une classe sociale. C'est des mouvements qui serait fixé plus sur des valeurs qualitatives, la défense de qualité de vie, de style de vie, ou des demandes non négociables. Si on dit plus d'énergie atomique, c'est pas une demi-centrale, c'est plus d'énergie atomique, alors que les vieux mouvements auraient été quanti, on pouvait les chiffrer, c'était les augmentations de salaire, un âge de départ à la retraite, etc. Et les nouveaux mouvements sociaux refuserait systématiquement l'inféodation ou des liens trop consanguins avec les partis politiques sur le modèle de ce que pouvaient être les rapports entre le travaillisme et les Trade Union Congress ou le PCGT en France. Bon, qu'est-ce qu'on peut objecter à ça? D'abord que c'est très normatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez être, nouveau ou désuet? Bon, bien évidemment, il vaut mieux être nouveau. Si on regarde vraiment de près, beaucoup de mouvements qui ne sont considérés comme pas nouveaux, et en clair, ça aussi pour fonction de disqualifier le mouvement ouvrier, ils ont manifesté des choses typiques de ce que seraient les nouveaux mouvements sociaux. Le fameux slogan 8 heures de travail par jour, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, c'est quelque chose de qualitatif. Et la charte d'Amiens, c'est bien quelque chose qui posait le principe d'une séparation radicale entre les partis et le syndicalisme. Et si on regarde symétriquement, bon, beaucoup de mouvements nouveaux, entre guillemets, par exemple, les mouvements environnementalistes ou même régionalistes, ça a quand même fourni un sacré paquet de ministres, de sous-ministres ou d'élus locaux, qui n'étaient même pas tous d'ailleurs élus sous l'étiquette de formation verte, où on pourrait montrer aussi, dans beaucoup de cas, y compris des formes de fonctionnement qui se veulent plus horizontales, plus réticulaires, ça n'empêche pas la pérennisation d'un certain nombre de gens dans les postes de pouvoir. Donc peut-être que penser, c'est pas non plus la réponse à tout, mais parfois la question de l'institutionnalisation ou de la désinstitutionnalisation de mouvements sociaux dans des logiques de trajectoire, ça peut être un moyen de contourner ça. Bon, ceci posé, je vais peut-être essayer de faire 3 ou 4 séries d'observations effectivement sur ces mouvements. Alors j'ai envie de rebondir en essayant de ne pas répéter sur ce que disait Ludovine quand elle soulignait qu'on pouvait faire une sociologie des deux mouvements et une sociologie qui est assez contrastée. C'est-à-dire,
tout ce que tu as dit sur des mouvements qui sont plutôt des mouvements de classe populaire rurale ou périurbaine, un poids des travailleurs indépendants, un poids aussi des retraités, des femmes qui souvent travaillent dans des métiers du care. Et la question qu'on peut se poser, aussi bien sociologiquement que politiquement, c'est est-ce que ce monde de classe populaire plutôt rurale ou périurbaine, enfin, il peut solidifier, il peut prendre au sens où la mayonnaise prend et devient solide. Et qu'est-ce qui existe comme force qu'ils peuvent l'empêcher de prendre? Et je pense par exemple, c'est marrant, ça c'est un bouquin qui a dû partir de travaux faits avant les Gilets jaunes et qui est extraordinairement éclairant sur les Gilets jaunes, le bouquin de Cocard, là, Ceux qui restent, bon, où il montre en particulier qu'une ligne de fracture, c'est entre la composante de ces mondes populaires qui travaillent et les fameux cassos, entre guillemets. D'ailleurs, ce qu'on a aussi vu sur un certain nombre de ronds-points, des moments où les gens qui étaient stigmatisés comme cassos parce qu'ils étaient au RSA ou à différents systèmes d'aide publique et qui ne travaillaient pas, quand est-ce qu'ils étaient accueillis ou quand est-ce qu'on se méfiait d'eux, ce qui est une ligne de fracture. Et puis sans doute aussi la question du rapport à la figure du patron. C'est une remarque qui a souvent été faite que les Gilets jaunes n'ont pas tenu un discours anti-patronal très virulent dans beaucoup de cas, mais ce qui s'explique aussi par le fait que, d'abord, les patrons qui sont souvent d'ailleurs des patrons de petites boîtes, des artisans, des gens du secteur du BTP, d'une part, on ne peut pas trop leur cracher dessus parce qu'on a besoin d'eux pour trouver un boulot dans l'espace rural, et qu'il y a aussi une forme de respect à leur égard. C'est-à-dire souvent, le patron, c'est pas Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui se lève tôt, qui vit comme vous, qui paye de sa personne et qui suscite le respect. Et puis effectivement, de l'autre côté, Nuit debout, bon, alors ce groupe social qui pourrait exister, qui a déjà même donné lieu à des bouquins, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le précariat, avec d'ailleurs cette même tension, ceux qui étaient au moins à Paris sur les places, c'est probablement plutôt un précariat, enfin, c'est ce que montre un travail collectif dans la revue française de Sciences Po, de gens à fort capital culturel, des précaires du monde de la culture, du journalisme, de l'éducation, etc. Et peut-être moins un précariat d'intérimaires, de livreurs, d'agents d'entretien. Et effectivement, je crois que vous l'avez dit l'un et l'autre, du côté de ces groupes mobilisés, au fond, une revendication d'autonomie ou l'affirmation de ce qu'on est aussi des gens qui sont créatifs, qui inventent. Alors du coup, je veux dire une énormité, mais on mettra ça sur le compte d'un effet Dauphine, les ondes qui émanent de ce bâtiment. Est-ce qu'un point où on pourrait faire une suture paradoxale entre les deux mouvements, ça ne serait pas de reconsidérer un personnage qui en général est diabolisé à gauche, qui est l'entrepreneur. Alors, pas forcément l'entrepreneur au sens de ce que Marx appelait les tondeurs de coupons, ce qui nous renverrait à un capitalisme financier, mais l'entrepreneur au sens de gens qui portent des projets, qui créent des choses, qui sont des inventeurs, qui ont un potentiel créatif. Je ne sais pas si au moins un de ces deux auteurs le revendiquerait encore, mais il y avait eu un texte très intéressant dans les années 70 de Rosan-Vallon et Vivray sur les militants comme entrepreneurs sociaux. Et je pense que c'est effectivement un thème de réflexion. Eux, ce qu'ils disaient, c'est réhabiliter la figure de l'entrepreneur, pas comme quelqu'un dont l'idée c'est de s'enrichir au maximum, mais une figure de l'entrepreneur comme quelqu'un qui crée des choses, qui innove, qui porte des projets, et des projets qui peuvent être de fournir des services, de créer des formes de liens sociaux qui soient féconds.
Deuxième remarque, beaucoup plus rapidement, ça fabrique quoi ces mouvements? Il y a une banalité qu'on oublie toujours. Dans ce que produisent les mouvements sociaux, ils produisent des militants. Et très souvent, ils produisent des militants qui ont une capacité d'engagement à long terme, qui sont un peu des coureurs de fond. Or, que ce soit les rassemblements de type Nuit debout, mais peut-être encore plus à cause de la répétition, de la durée, du fait aussi que c'était plutôt, dans beaucoup de cas, des néophytes ou des gens pour qui c'était une découverte absolue de l'action collective. Tous ces moments d'être ensemble, ça a fabriqué des liens affectifs, ça a fabriqué de la politisation, ça a fabriqué des réseaux qu'on pourrait objectiver par des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des noms dans les téléphones. Et la sociologie des mouvements sociaux, alors elle a ce concept très abscon, abeyance structure, c'est plus simple de dire en français des structures dormantes, c'est-à-dire il y a des formes de réseaux, de connivence, d'interconnaissance qui peuvent rentrer en léthargie, mais comme disait je ne sais plus qui, une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine, et à un certain moment où il y a des séquences de remobilisation, où il y a un événement déclencheur, les réseaux en question, ils vont se réactiver. Et les réseaux nés de ces deux mobilisations, ils ne sont pas prêts de disparaître. Alors, peut-être troisième thème ou entrée possible dans la discussion, là aussi, ce que je vais dire a été plus qu'amorcé. Au fond, une chose qui a été frappante dans les deux mobilisations, c'est cette réticence, pour ne pas dire plus, à la délégation. On n'a pas de chef, on ne veut pas de chef, on ne veut pas déléguer à des porte-paroles. Alors, je veux dire, de mon point de vue, ce qui n'était pas forcément sociologiquement très surprenant quand on voit la base sociale de Nuit debout, c'est-à-dire en gros, plus vous avez de capital culturel et de diplômes, plus vous vous sentez légitime à opiner. Et il y a un concept de Bourdieu, prétention armée, je crois qu'il ne faut pas entendre au sens c'est des prétentieux, mais qu'il faut entendre au sens où on dit en français j'ai la prétention de pouvoir dire quelque chose sur tel sujet. Je dois dire par contre que beaucoup de mes a priori sociologiques ont été pris à contre-pied quand j'ai découvert cette résistance absolue des Gilets jaunes à la délégation, a priori les milieux populaires étant plus ouverts à ce type de choses, ce qui d'ailleurs n'a peut-être pas la même explication sociologique que Nuit debout, mais je pense que là, il y a quelque chose d'un vomissement total des professionnels de la politique et de la représentation, qui est probablement aussi quelque chose qui fait partie de notre débat. Mais ce refus de la délégation, cette défiance à l'égard des porte-paroles, je pense que c'est très ambivalent. C'est-à-dire, il y a à la fois une espèce de fil rouge démocratique, oui, effectivement, une revendication d'autonomie que je trouve extrêmement intéressante, et peut-être aussi quelque chose comme un talon d'Achille. Je pense à un travail que je recommande chaudement, qui a été rédigé par quelqu'un qui est à la fois universitaire et une militante politique, on va dire altermondialiste turque, Zeynep Tufekci, un livre qui s'appelle « Twitter et gaz lacrymogène », où elle essaie de réfléchir sur ces mouvements des places. Et une des choses qu'elle dit, c'est que tous ces mouvements dont un appui tactique et logistique, ce sont les réseaux sociaux. Bon, ils ont à la fois des capacités, j'allais dire, inflammatoires extraordinairement rapides, c'est des outils de coordination fantastiques, et elle soutient aussi l'idée que c'est une très grande faiblesse parce que le parti pris d'être tout le temps dans l'horizontalité, de ne pas vouloir de porte-parole, ça ne permet pas toujours de rentrer dans des logiques de négociation et de passage de compromis avec des autorités dont on les reconnaît, enfin simplement on reconnaît le fait que c'est elles qui ont le pouvoir au moment où on négocie, et que peut-être là, il y a un élément de faiblesse. Bon, peut-être dernier point, et je clôt là-dessus.
On a évoqué la violence de la répression et elle a été extrêmement réelle si on considère le nombre de gardes à vue, le nombre de gens éborgnés ou mutilés, les condamnations qui sont tombées comme à Gravelotte. Mais bon, il y a aussi eu des formes de violence de la part des Gilets jaunes. Et la question, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, c'est jusqu'à quel point ça n'explique pas les résultats, même limités, qu'ils ont obtenus. Parce que je pense que c'est aussi une chose qui doit avoir un lien avec la forme de ces mouvements. Enfin, on vit quand même dans un système politique qui a des côtés absolument terrifiants du point de vue de l'absence de contrepoids au pouvoir présidentiel. Bon, l'institution parlementaire, c'est un simple tampon encreur pour dire nous approuvons tout ce qui vient de l'exécutif. On ne peut pas dire que notre autorité, car la Constitution dit que ça n'est pas un pouvoir, enfin, l'autorité judiciaire ou le Conseil constitutionnel, bon, mieux vaut avoir un Conseil d'État et un Conseil constitutionnel que pas, mais comparé à d'autres institutions de ce type, y compris dans des pays libéraux, c'est quand même pas d'une efficacité prodigieuse. On n'a pas de procédure de référendum. Et au fond, qu'est-ce qui restait depuis une vingtaine d'années? Il restait les mobilisations sociales, qui, par exemple, avaient quand même bloqué la réforme Juppé, avaient quand même fait échouer en 2006, si mes repères sont bons, le CPE. Or, ce qui est frappant, c'est que depuis 2006, que ce soit des gouvernements étiquetés à droite ou étiquetés à gauche, ça a vraiment été le mur, y compris face à des niveaux de mobilisation sociale qui étaient extrêmement élevés. Donc, quand la dernière ressource que vous aviez, qui était de manifester relativement pacifiquement, on vous dit court toujours, il ne se passera rien. Bon, je ne justifie pas, mais on comprend qu'il y ait cette tentation de la violence. Et quand on voit, je ne sais pas si c'est une causalité ou une corrélation temporelle, que cette violence, elle débouche sur un certain nombre de concessions, ça pose aussi bien des questions, d'ailleurs qui renvoient aussi, et je clôt pour de bon là-dessus, sur un vieux débat du côté de la sociologie des mouvements sociaux, cette espèce de sociologie spontanéiste qu'illustraient deux collègues américains, Piven et Cloward, qui disent il ne faut surtout pas s'organiser, quand vous organisez trop, vous mettez les gens dans des salles, vous leur faites payer des timbres qui collent sur des cartes, ils s'emmerdent à voter des motions et ils deviennent inoffensifs. L'énergie populaire, elle est beaucoup plus éruptive, beaucoup plus explosive et elle donne beaucoup plus la trouille aux puissants si vous n'essayez pas trop de la canaliser. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient raison, mais c'est un élément de débat qu'on peut avoir en tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric Neveu. Le temps file, on n'a pas énormément de temps pour conclure, et je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs de conclusion, vous avez déjà abordé énormément d'éléments. Est-ce que juste très rapidement, en une minute ou deux, je vous laisse réagir, Ludivine Bantigny. Alors ça veut dire qu'il faut essayer de, pas de conclure, mais de répondre peut-être à cette question du changement social, oui, sachant que vous y avez déjà pas mal répondu, Laurent Jean-Pierre. Et ensuite, je poserai des questions à la salle. Et j'ai une question pour vous. Notamment. Non, mais il y aurait énormément de choses à dire, mais le mieux, c'est en effet de laisser la parole aux questionnements nés de la salle. La première chose, c'est que ces mouvements ont donné visibilité à ce qui n'en avait pas, et en particulier le mouvement des Gilets jaunes. On a évoqué sa sociologie et la prise de conscience collective, quand même, justement, du creusement des inégalités, qui était bien sûr documentée par la sociologie et l'économie, enfin les sciences sociales de manière générale, mais là, qui a pris corps, en fait, dans le corps des Gilets jaunes, qui venaient parler justement de pauvreté, de précarité. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'articulation qui a été évoquée notamment par Laurent tout à l'heure entre justice sociale et justice environnementale, où précisément, qu'on a retrouvé par exemple dans le slogan beaucoup utilisé dans le mouvement des Gilets jaunes et depuis, fin du monde, fin du mois, même coupable, même combat, avec cette volonté justement de ne pas cloisonner les deux perspectives. Et dès lors, troisièmement, ça a été aussi beaucoup évoqué dans le vrai débat évoqué tout à l'heure aussi par Laurent. Moi, je me souviens d'avoir vu les Gilets jaunes dire en étant dans la rue
c'est ici qu'on grand débat, et où précisément la question environnementale était posée dans l'articulation vraiment intrinsèque avec la question de la justice sociale. Ce que disaient les Gilets jaunes, c'est pas qu'ils rejetaient en soi des mesures écologiques, mais que la taxe carbone, à leurs yeux, ne leur paraissait pas juste socialement, et de surcroît n'était pas véritablement tout entière consacrée à la lutte pour la sauvegarde du vivant. Et enfin, peut-être la dernière chose que je voulais dire rapidement, c'est que avec tout ce qu'on a dit sur les nouvelles formes de démocratie qui, sinon sont apparues, du moins ont été prônées dans ces mobilisations, avec la relocalisation du politique qu'évoquait Laurent, il y a une perspective qui reste bien sûr minoritaire, mais qui devient quand même en prise dans le débat public, c'est celle de ce qu'on appelle le communalisme, c'est-à-dire voilà, reconsidérer les échelles, articuler les échelles, poser la question de la démocratie directe au niveau des communes, mais pas seulement sur le plan politique, institutionnel, civique, mais aussi sur le plan social et économique, c'est-à-dire est-ce que finalement les délibérations et les décisions sur ce qu'on produit, sur les besoins, sur ce qu'on consomme, voilà, est-ce que ces délibérations et ces décisions pourraient être prises justement à un niveau plus local qui ravivrait la démocratie. Merci beaucoup. Vous avez juste un tout petit moment, notamment aussi pour répondre à une question qui est posée. Et vraiment rapidement, est-ce que vous pouvez expliciter les termes molaires et moléculaires que vous avez utilisés dans votre dernière vidéo, mais vous avez 30 secondes. Oui, et écoutez, je vais essayer de le faire en moins de temps. Oui, écoutez, c'est vrai, on peut s'en passer, hein, grand, macro et micro si vous voulez à la place. Hein. C'est une expression des années 70, mais enfin qui vient de la physique. Hein. Voilà, ce qui est moléculaire, c'est ce qui est effectivement tout petit, et ce qui est molaire, c'est ce qui est un peu plus gros, et donc ça permet de faire la différence. C'est vrai qu'on aurait pu se passer de ces termes-là. Vous avez bien fait de me poser la question. J'arrête. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai un très grand merci à vous trois. Ne partez pas, restez en ligne, restez vous aussi les internautes. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez apporté au débat, parce que ce n'est pas un débat facile et je pense qu'on a appris énormément de choses dans tout ce que vous nous avez apporté comme élément de discernement de la situation. Vous vouliez dire un mot, mais vous avez 15 secondes, vous. J'espère qu'on a été incisif et pas seulement molaire. Voilà, merci pour ce mot de conclusion. Bravo. Alors, il y a... Excellent. Alors, il y a 3 questions que je vais vous poser très rapidement à vous ici et à ceux qui sont à distance, qui nous regardent en live. Vous pouvez répondre très rapidement. Le premier, d'ailleurs, ça va être un test de rapidité. 3 questions qui donneront lieu à un livre au gagnant, c'est-à-dire à la personne qui aura répondu le plus rapidement entre vous. La première question de ce quiz, donc, c'est quel est le nom du socio-économiste qui a théorisé les 3 stratégies qui s'offrent à nous, exit, voice ou loyalty, défection, prise de parole ou loyauté, face à une situation que l'on trouve intolérable, et vous gagnez le livre La plus belle avenue du monde de Ludivine Bantigny. Vous avez 15 secondes pour répondre. Il faut répondre sur Twitter avec le hashtag. Pardon, j'avais oublié cette petite précision. Vous avez encore 15 secondes, du coup. Printemps de l'économie. Bon, si vous ne le savez pas, je ne vais pas demander aux intervenants, hein, mais... Non, on ne répondra pas. Donc, vous pouvez répondre soit sur le live question du Printemps de l'économie, donc www.printempsdeléco.fr.live, ou sur Twitter avec le hashtag. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de réponse? Je vous pose la deuxième question. Ah, il y a une réponse. Alors peut-être c'est vous qui allez la donner alors. Comment? Bravo, bravo. Pardon? Celle 2195 a emporté donc le livre de Ludivine Bantigny, La plus belle avenue du monde. Bravo. Voilà. Et vous allez recevoir un message. Très bien. La deuxième question, parce que j'ai très peu de temps. Quel est le nom du politiste qui parle d'un sens caché CENS et qui a écrit le livre donc, du même titre pour qualifier l'abstention massive des classes populaires et peu qualifiée? Vous avez 10 secondes.
Et vous gagnez le livre de Laurent Jean-Pierre, Ingerum. Donc même procédé, vous répondez soit sur le site, soit avec le hashtag sur Twitter. On est presque dans les temps, il nous reste 1 minute sur scène. Je vois que ça cogite. Et il y a quelqu'un qui a répondu? Ça va très vite. Ah, c'est la même personne, mais c'est une personne très, très érudite. Allez-y, donc c'est pas mal du tout, parce que c'est ça même. Donc bravo. Mais je ne sais pas ce qui se passe quand quelqu'un gagne les 2 bouquins. Là, je ne suis pas habilitée à trancher. Bon, vous allez recevoir un 2e message. Donc, dernière question. Quel est le nom du sociologue qui a formulé le paradoxe de l'action collective qui montre que les stratégies individuelles rendent l'action collective improbable? Et vous gagnez le livre Sociologie des mouvements sociaux d'Éric Neveu. Vous avez 5 secondes. Ça va vite là. Oh là là, ils savent. Ah, il y a quelqu'un qui... Mais je ne suis pas sûre que vous ayez le droit de prendre la parole. Il faut l'envoyer sur Twitter très vite. Vous l'avez fait. Alors, je sais pas, on attend la réponse. Il y a 2 mains levées, mais ça ne fonctionne pas avec des mains levées. Pardon, oui, Mark Rolson, oui, tout à fait, oui. Bravo. Alors, je ne sais pas qui a gagné, c'est quelqu'un qui est dans l'assistance. Bravo. Bah, écoutez, on est très impressionnés. Je remercie encore une dernière fois les intervenants, vous toutes et tous ici, tous ceux qui nous ont suivis en direct pour ce débat extrêmement enrichissant. Et à une prochaine fois.